Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux enjeux emploi-formation du cloud computing et du big data pour le secteur numérique. Un webinaire en studio organisé par l'opérateur de compétences Atlas. Pour nous éclairer durant tout ce webinaire, durant tous nos échanges, trois intervenants qui vont se présenter. Et tout d'abord Stéphane Fan. Bonjour Stéphane. Bonjour, Stéphane Fan, responsable du département prospective. C'est le département qui accompagne les branches professionnelles dans toutes leurs études relatives au métier. Et nous accompagnons également toutes les études interbranches sur l'ensemble du périmètre Atlas. Merci. Deuxième interlocuteur, Boubacar Diallo. Bonjour. Bonjour, je suis chef de projet prospective à OPCO Atlas depuis maintenant 2 ans. Et on accompagne les observatoires de branche, notamment le PIEC, dans le pilotage et le suivi de la réalisation des études prospectives. Et enfin, troisième interlocuteur, un expert du sujet, Frédéric Setlin. Bonjour. Alors, moi, je suis directeur de la transformation numérique au sein d'entreprises des services numériques, donc communément appelées ESN et les cabinets de conseil. J'ai aussi une fonction au sein de l'association de la branche numérique Numéum, anciennement appelée Syntec Numérique. Et enfin, je suis aussi formateur en école supérieure de commerce et d'ingénierie. Et vous allez nous aider à mettre en perspective les résultats de cette étude sur le cloud computing et le big data. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Stéphane Fan, quelques mots sur l'OPCO Atlas, l'opérateur de compétences Atlas. Quelques chiffres clés, que recouvre-t-il en termes de branches et de secteurs d'activité? Alors, Atlas, c'est avant tout 13 branches professionnelles qui sont réparties en 4 grands secteurs d'activité. L'assurance d'une part, banque et finance, expertise comptable et conseil qui regroupe la grande branche bureau d'études. Concrètement, c'est 185 000 entreprises, plus de 2 millions de salariés et nous finançons annuellement l'équivalent de 112 000 contrats en alternance. Merci Stéphane. Alors vous êtes responsable du département de prospective. Quand on dit prospective, ça recouvre quel type de travaux? Alors, la prospective, dans le cadre de notre accompagnement, s'inscrit avant tout au sein des observatoires des métiers et des branches professionnelles. Et l'objet de ces travaux est d'analyser les différentes mutations que rencontrent les entreprises, qu'elles soient d'ordre économique, réglementaire, technologique par exemple. Et derrière ça, d'identifier les impacts que ces mutations vont avoir sur les métiers, les compétences. Et derrière ça également, identifier les besoins en recrutement des entreprises et les besoins en formation. Ça, c'est la première grande activité. Et nous produisons également beaucoup de statistiques. Et par exemple, annuellement, nous avons une étude sur l'insertion des alternants conduite auprès de nos 100 000 alternants financés qui permet d'avoir des informations précises à l'échelle des branches professionnelles et à l'échelle des territoires en matière d'insertion en emploi à 6 mois et 24 mois. Tous ces résultats sont disponibles, bien sûr, sur le site d'Atlas et sur les différents sites des observatoires de branche. Oui, et d'ailleurs, votre équipe prospective et l'équipe communication d'Atlas, tout au long de ce webinaire, ils ont commencé à le faire, vous postera un certain nombre de liens vers ces études que vous citez et alimentera le fil de discussion qui sera aussi enrichi par vos contributions à vous, internautes. Alors, cet événement, Stéphane Fan, c'est le premier d'une série de webinaires, événements façon format télé. Oui, c'est le premier d'une série, mais il s'inscrit dans le prolongement de plusieurs manifestations que nous avons organisées. D'une part, tous les webinaires à l'attention des CFA portant sur différentes thématiques comme le handicap, mais également, il y a 2 ans, nous avions organisé une grosse manifestation intitulée la matinale de la prospective Atlas, sous format hybride, et qui a permis de partager des constats et des résultats d'études. Et c'est dans cette logique qu'on a souhaité poursuivre, alors sous le format webinaire, mais également avoir comme participants, outre les CFA, également les organismes de formation et tous nos partenaires institutionnels ainsi qu'un ensemble d'acteurs relatifs à l'écosystème emploi-formation. Et l'idée derrière ces webinaires, bien sûr, dans le même état d'esprit, c'est de partager nos études et d'avoir aussi un temps d'échange avec vous, participants, sur les constats opérés et sur les préconisations.
Merci beaucoup. Alors cette étude que l'on va voir sur le cloud computing et le big data, elle a été commanditée par la branche des bureaux d'études et par l'OPIEC. Quelques mots sur la branche et sur l'observatoire l'OPIEC, Boubacar Diallo. Alors, la branche bureau d'études, c'est, comme disait Stéphane, c'est l'une des 13 branches professionnelles couvertes par le secteur, par l'OPCO Atlas. D'ailleurs, c'est la plus importante en termes de taille. Elle couvre 100 000 entreprises qui sont réparties sur 4 secteurs d'activité, que ce soit le numérique, l'ingénierie, le conseil et l'événement. Donc, cette branche a pour observatoire l'OPIEC, comme vous le voyez sur l'écran. L'OPIEC, c'est l'observatoire paritaire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement, qui a été créé depuis maintenant plus de 25 ans, précisément en 1998. Quelles sont les missions principales de l'OPIEC? Alors, les missions principales de l'OPIEC s'articulent sur 3 axes. Le premier, c'est la production de données statistiques. Et ces données, c'est par exemple taille des entreprises, nombre de salariés, répartition hommes-femmes, etc. Et le deuxième axe, c'est le cœur justement de la mission de l'OPIEC, c'est la production d'études prospectives sur différentes thématiques. Et, par exemple, les technologies quantiques, l'empreinte environnementale du numérique, la blockchain, le big data et cloud qui fait l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et voilà, sur l'ingénierie de la construction, la e-santé, sur plein de sujets dont la finalité, c'est toujours d'identifier les impacts sur les métiers, les compétences, et donc derrière de pouvoir mettre à jour aussi le référentiel métier de l'OPIEC, etc. Et en troisième axe, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est communiquer autour de ces productions-là, les faire connaître pour que les entreprises puissent s'en approprier, comprendre les métiers qui ont été décrits dedans, et aussi pour les organismes de formation, les CFA et autres, c'est pour leur permettre aussi d'avoir une sorte de veille pour identifier les besoins en matière de compétences qui a été remonté par les entreprises. Merci Boubacar. Frédéric Setlin, vous êtes à la fois contributeur à certaines études de l'OPIEC et également utilisateur avec notamment votre casquette de formateur. Expliquez-nous. Alors déjà, dans un premier temps, pour évoquer la partie contributrice de mon action, notamment dans le cadre de ces études, c'est que en fait, je viens apporter ma vision du marché et en fait de la formation autour de ces technologies numériques innovantes qui amènent aujourd'hui à engager la transformation numérique de notre société et puis des entreprises. J'ai notamment contribué à l'élaboration d'une étude récemment sur la 5G, mais aussi donc, sur les 2 sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Sur les usages que je peux avoir aujourd'hui dans le cadre professionnel, il y a 2 aspects. Le premier sur effectivement mon rôle de directeur de la transformation numérique. J'utilise les rapports en fait, de l'étude pour cerner effectivement les enjeux qui sont aujourd'hui à mettre en œuvre, enfin à couvrir aujourd'hui dans le cadre de la transformation numérique des entreprises, en termes de compétences, en termes de métiers, en termes de recrutement, en termes de développement de nouvelles solutions. Ça, c'est sur la partie, effectivement, plutôt mon métier de conseil, en fait. Le deuxième aspect, c'est sur la partie formation. Comme tu évoquais tout à l'heure, Boubacar, il est important de pouvoir aussi maintenir une démarche de veille finalement autour de ces sujets. Et les éléments qui apparaissent notamment dans ces rapports, je les utilise notamment dans le cadre de cette veille continue que l'on doit avoir sur les compétences, l'évolution des compétences, l'évolution des filières de formation, l'évolution en fait des métiers dans l'entreprise. Ce sont effectivement des éléments qui sont très étayés et qui permettent de dispenser en fait des formations assez alignées en fait avec les besoins finalement du marché. Merci Frédéric. Alors on en vient à cette étude sur le cloud computing et le big data. Quelle était la feuille de route des partenaires sociaux de l'OPIEC qui ont commandité cette étude, des organisations professionnelles et des organisations syndicales? Boubacar. Alors, une première chose, il y a une première étude qui a été réalisée en 2015 donc, sur la thématique Big Data et Cloud Computing par l'OPIEC. Donc, l'objectif était d'identifier l'impact de ces
de ces technologies-là sur les métiers et les compétences de la branche. Donc 8 ans plus tard, donc en 2023, on est dans le secteur numérique. C'est un secteur où les évolutions technologiques sont très rapides, où quand même la croissance également va dans ce sens-là. Donc il y a besoin de réactualiser cette étude-là, si on peut passer sur les objectifs justement qui constituent la feuille de route déclinée par le PIEC. Donc en premier, c'est opérer un état des lieux donc, du développement de la technologie, cloud, big data, aussi bien au niveau mondial, mais aussi en France précisément. Et ensuite, identifier l'impact du big data en matière sur les métiers, les compétences de la branche bureau d'études, notamment le secteur numérique. Repérer aussi les nouveaux métiers, donc les métiers émergents. Réaliser un bilan quantitatif des besoins en recrutement et en compétences qui sont attendus et apporter un regard prospectif sur l'évolution de ces métiers-là et les compétences. Et aussi analyser l'offre de formation pour identifier son adéquation par rapport aux besoins des entreprises. Et donc, et derrière, toujours, c'est identifier les pistes d'action susceptibles de répondre aux enjeux qui sont identifiés dans le cadre de l'étude. Et à la fin de ce webinaire, on verra quelques pistes d'action et on échangera d'ailleurs avec les participants, les internautes connectés, pour voir de leur côté quelles pistes ils identifient ou quelles initiatives ils mettent en place. Quelques mots sur la méthode de l'étude. Qui est-ce qui a été interrogé? Quel type d'acteur? Alors, tu veux, l'étude couvre essentiellement le secteur numérique. Donc, c'était le périmètre de l'étude qui concerne plus de 30 000 entreprises de la branche bureau d'études. Et l'approche méthodologique est souvent classique dans les études au PIEC ou dans les études prospectives en emploi-formation. C'est-à-dire, elle combine à la fois de l'analyse documentaire, des entretiens qualitatifs, donc une trentaine d'entretiens qui a été réalisés auprès notamment des CFA, des organismes de formation, mais aussi auprès des entreprises, des profils comme les responsables ERAS, les responsables de formation, et aussi auprès d'experts du sujet. Parce que c'est important d'avoir ce regard croisé pour justement avoir de la matière, etc. Et un troisième point, c'est l'enquête quantitative qui a été réalisée aussi à destination de ces entreprises-là, donc une 30 000 envois, et qui a permis aussi d'avoir des éléments qui concourent à cette analyse-là. 3 parties, 3 temps forts au cours de notre webinaire, Boubacar. Tout à fait. Comme on le voit, en fait, cette étude est réalisée sur 2 parties. Donc, c'était 2 études d'ailleurs en une partie cloud et une partie big data. Donc, dans le cadre de cet échange, donc, j'aborderai principalement 2 aspects, les enjeux du big data et du cloud computing, mais aussi les impacts sur les métiers et les compétences. Merci Boubacar. Alors j'espère, je vois sur ma tablette à travers les commentaires des internautes qu'il y a quelques problèmes de coupure de son, de petits soucis de connexion. On espère tous que ça va s'améliorer pour ceux qui ont des difficultés. Apparemment, il y a un certain nombre d'internautes qui n'ont pas de soucis particuliers, mais d'autres qui ont encore quelques problèmes. On est en lien de toute façon avec Weasambly, la plateforme, pour essayer de voir s'il y a des petites améliorations qui peuvent être apportées. Alors, on va démarrer avec la première partie dédiée au cloud computing et vous pourrez, durant cette première partie, comme durant tout le webinaire, utiliser l'onglet messages pour poster soit vos questions, soit vos commentaires, soit vos témoignages, vos initiatives. Et nous, de notre côté, les organisateurs Atlas ont prévu de vous pousser à la fois quelques sondages et de vous livrer à chaque fois que c'est nécessaire des liens vers un certain nombre de ressources. Alors on commence par l'étude sur le cloud computing et par la nécessité d'expliquer ce qu'on entend par ce terme, Boubacar Diallo. Tout à fait. Donc avant d'aller dans le fond du sujet, il est intéressant de définir les concepts. Donc le cloud computing, c'est un modèle économique qui consiste à mettre à disposition des ressources informatiques, donc à distance, sur Internet. Et donc, ces ressources informatiques, c'est par exemple le stockage de données, les data centers, les serveurs, la puissance de calcul, l'intelligence artificielle, les applications logicielles. Et donc, ce cloud computing, justement, se décline aussi sur 3 modèles de services que sont l'IaaS, donc infrastructure en tant que service, qui fournit des ressources, notamment des serveurs virtuels mis en place par le fournisseur cloud.
Vous avez ensuite la plateforme en tant que service, qu'on appelle communément PaaS, qui met à disposition une infrastructure physique, mais aussi qui assure la maintenance de l'infrastructure, du système d'exploitation, etc. Et enfin, SaaS, qui est le logiciel en tant que service, hein, qui est une sorte de prêt à l'emploi, à l'image du prêt à porter. Parce que on n'a pas besoin, par exemple, de télécharger ces applications-là. On a juste accès via un lien connexion Internet pour pouvoir les utiliser. Donc, 4 modèles également de déploiement qui permettent aux entreprises de choisir le modèle qu'ils souhaitent et aussi pour que ça puisse répondre à leurs besoins en matière de création d'applications, de stockage de données ou d'accès à des services. Donc, parmi ces 4 modèles, il y a le modèle public. Hein. Le modèle public, communément appelé aussi cloud public, c'est un modèle de cloud partagé entre plusieurs acteurs, dont les services, les ressources informatiques sont partagées entre plusieurs acteurs. L'avantage de ce modèle-là, c'est que la maintenance et la sécurité de l'infrastructure est assurée par le fournisseur cloud, que ce soit par exemple Azure ou Microsoft, ou AWS par exemple. Le cloud privé, c'est tout à fait l'inverse. C'est une infrastructure cloud dédiée exclusivement pour une seule entreprise. Donc, pas de partage de ressources, pas de partage d'infrastructures. Et le cloud hybride, c'est la somme des deux premiers, donc hybride, public, privé. Et là, en général, par exemple, une entreprise qui travaille sur des données stratégiques et moins stratégiques, elle peut décider de choisir donc, un cloud privé pour y mettre ses données stratégiques et les données moins sensibles qui sont d'accès public sur le cloud public. Et le multi-cloud, c'est le fait d'avoir plusieurs offres cloud pour une entreprise. On va voir quels sont les principaux enjeux. Vous allez nous les décrire, Boubacar, en quelques mots. 3 enjeux principaux et Frédéric Setlin pourra les commenter et les mettre en perspective. Tout à fait. Il y a eu plusieurs enjeux identifiés dans le cadre de l'étude, mais les 3, effectivement, les 3 en sont les principaux. Le premier, c'est réussir les transitions Move to Cloud. C'est un des enjeux les plus prégnants parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale accélère quand même le processus. C'est quelque chose qui accélère le processus des entreprises. Et l'avènement du Covid, par exemple, les entreprises et les administrations qui avaient réussi leur migration vers le cloud ont eu une capacité de résilience plus importante et donc ont pu continuer leurs activités. Nous avons tous bénéficié, par exemple, le télétravail, etc., d'avoir accès à différentes ressources, de continuer donc à travailler, etc. Et le deuxième aspect, le deuxième enjeu, c'est la maîtrise des coûts des projets, et aussi la sécurisation. Comme je le disais, notamment sur les modèles de déploiement, donc l'enjeu aussi du cloud, dans le secteur numérique, c'est un secteur très fortement compétitif. Donc, il faut avoir une maîtrise de ses budgets, notamment sur le cloud, parce que sinon, ça peut rapidement monter. Il faut aussi avoir cette capacité d'innovation, mais aussi, il faut aussi assurer la sécurité de ces données. Parce que quand on décide de mettre ces données-là dans le cloud, c'est quand même un enjeu pour l'entreprise en matière de maîtrise de l'infrastructure et aussi de conformité au RGPD. Et troisième et dernier enjeu. Troisième et dernier enjeu, c'est répondre aux enjeux business. Et là, c'est quasiment la création, l'utilisation du cloud pour y créer, par exemple, de nouveaux services de conseil ou de gestion de projet, d'intégration, etc. Et pas plus tard qu'hier, j'ai écouté sur BFM Business une start-up française qui avait lancé une application qui s'appelle Cloud Gaming, donc, qui vise à remplacer les consoles de jeux vidéo qu'on fait à la maison, donc, qui est accessible sur le cloud. Donc, ça, c'est un des actes de transformation digitale des entreprises. C'est aussi un enjeu de recrutement, parce que il faut avoir des bras pour pouvoir absorber toute cette demande de migration vers le cloud. Merci Boubacar. Alors,
L'un des participants nous dit de grosses coupures. Est-ce possible d'avoir un replay? Alors, je rassure d'avance ce participant. Il y aura bien un replay en clair et sans coupure qui vous sera envoyé la semaine prochaine avec toute la présentation d'ailleurs des données et des données plus complètes avec des slides effectivement où apparaîtront un certain nombre d'explications complémentaires. Également une synthèse de cet événement. On va essayer aussi de vous poster le maximum de liens possibles pour vous faciliter le suivi et en espérant que ça s'améliore du côté des coupures son. Alors on va reprendre chacun de ces 3 enjeux, Frédéric Settelin. Quand on dit réussir le move to cloud, ça veut dire quoi pour les professionnels du secteur? Ça se traduit comment? Alors, ce qui est important à retenir quand même, malgré tout, c'est que cet enjeu-là a considérablement évolué avec le temps. Si on fait un retour arrière, il y a à peu près 10 ans, on analysait en fait les capacités du cloud et très souvent, les projets s'arrêtaient effectivement au stade de l'étude et les potentiels bénéfices, voire contraintes que imposait en fait une bascule des systèmes informatiques dans le cloud. L'étape qui a suivi, ça a été le phénomène effectivement de la pandémie que tu évoquais tout à l'heure, qui a précipité effectivement la mise en œuvre du cloud dans les structures informatiques pour assurer la résilience et notamment développer les principes du télétravail, du travail à distance et aujourd'hui même d'ailleurs qui se prolonge à travers des modes plutôt de travail hybride, c'est-à-dire en partie en présentiel et en partie à distance. Et puis enfin aujourd'hui, si on fait si on analyse aujourd'hui cet enjeu, aujourd'hui il n'est plus nécessairement placé dans une optique, une perspective. On est aujourd'hui plutôt dans une démarche cloud first, c'est-à-dire que avant toute chose, on doit analyser les capacités du cloud pour répondre en fait aux enjeux et aux besoins numériques de l'entreprise. Ensuite, on met un peu de côté l'historique. On est toujours à engager des mouvements en fait, d'informatique interne vers le cloud. Mais l'enjeu principal, c'est ce qu'il y a devant, doit être effectivement plutôt à privilégier en fait, le cloud. Donc la transformation numérique, clairement, le premier élément qu'on met en avant quand on fait de la transformation numérique, c'est la mise en œuvre tout de suite de solutions qui vont être dans une optique de cloud. Deuxième enjeu, maîtrise des coûts, maîtrise des risques. Alors, ce que nous a apporté en fait le cloud computing, c'est le paiement à l'usage. Donc, d'un point de vue économique, on a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on était auparavant dans une optique plutôt de se doter de systèmes informatiques, principalement dans les grandes entreprises d'ailleurs, et puis d'engager un investissement fort pour mettre en œuvre en fait un projet numérique. Aujourd'hui, on est plutôt effectivement à avoir plus d'agilité finalement dans la mise en œuvre du cloud. Somme toute, on voit se proliférer en fait des initiatives autour du cloud, ce que tu as évoqué tout à l'heure sur les démarches multi-cloud. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui de savoir à maîtriser en fait finalement les modèles de coûts de solutions que l'on peut avoir sur le cloud computing versus effectivement d'autres offres qui peuvent effectivement présenter une forte capacité à pouvoir entrer dans les budgets informatiques. Et le troisième enjeu, donc répondre aux enjeux business, de recrutement, notamment de transformation numérique, et ça va être d'ailleurs au cœur d'un certain nombre de résultats de cette étude. Oui, alors on a avant tout développé le cloud avec derrière l'idée que ça reposait principalement sur des compétences qui sont associées en fait à la technologie et on a vu se diversifier en fait finalement les compétences, devenir beaucoup plus transverses dans cette dynamique de transformation numérique. On est à rapprocher maintenant de ces technologies en fait finalement des métiers de l'entreprise.
Et donc, on a un enjeu aujourd'hui en termes de recrutement, de pas seulement maîtriser en fait les solutions, les technologies du cloud, mais de maîtriser effectivement peut-être un peu plus les enjeux finalement des métiers de l'entreprise pour trouver justement la pertinence en termes de coût et d'efficacité dans les organisations des entreprises. Merci Frédéric. Alors on va vous proposer de répondre à une question, on va vous pousser un sondage sur le potentiel de création d'emplois dans le cloud computing et c'est bienvenu parce que ça fera un petit intermède par rapport à ces problèmes de coupure de son. Au moins le sondage va apparaître, là vous n'aurez pas besoin d'avoir une qualité sonore pour pouvoir y répondre et on espère qu'en attendant ça va s'améliorer. Alors la question sur le potentiel de création d'emplois est la suivante et elle va apparaître juste à côté du fil de discussion. Vous pourrez cliquer sur le sondage pour y répondre. Le cloud computing représente aujourd'hui près de 60 000 emplois, ça c'est le constat. Quel est le potentiel de création d'emplois à l'horizon 2030 ? 4 réponses vous sont proposées. Est-ce 40 000 créations, 50 000, 60 000 ou 70 000 ? Donc 40, 50, 60 ou 70 000 par rapport aux 60 000 déjà existants. On va vous laisser quelques dizaines de secondes pour faire votre choix. En attendant, Boubacar, on va voir le poids en termes de chiffre d'affaires du cloud computing, tant au niveau mondial qu'au niveau France. Effectivement. Alors, elle va arriver. Donc, au niveau mondial, l'étude a montré qu'en 2022, par exemple, le marché du cloud, en termes de chiffre d'affaires, était estimé à plus d'environ 350 milliards d'euros. Et ce marché continue d'augmenter parce que la transformation digitale s'accélère. Les besoins en matière de migration des données dans le cloud également suivent cette même tendance. Et donc ce marché est amené à doubler donc, en 2030 pour atteindre 724 milliards. Et en France, on note alors, cette progression, mais à des proportions plus faibles, hein, parce que c'est à l'échelle pays. Donc 18 milliards d'euros en 2022 comme chiffre d'affaires et pour estimer en 2025 à 27 milliards d'euros. Et ce marché français, justement, est porté par la croissance des logiciels, donc plutôt SaaS, et aussi des services numériques qui vont passer de 29 à 40% de croissance en 2025, d'ici 2025. Avant d'afficher le résultat du sondage, alors on peut noter en regardant à nouveau la diapo que au niveau mondial, on a un doublement de 380 à 791, mais notez qu'on passe de 2022 à 2030. Au niveau France, là l'horizon c'est 2025, c'est un peu plus proche, et là on est sur 50% de hausse en termes de chiffre d'affaires. Alors je vous propose, si la régie est prête, si du côté de Weasembly on est prêt à afficher le résultat du sondage, de voir ce que vous avez pu répondre à la question qui vous était posée sur le potentiel de création d'emplois. 60 000 aujourd'hui, combien à l'horizon 2030 ? Est-ce que c'est 40 000, 50 000, 60 000 ou 70 000 supplémentaires ? Alors j'ai l'impression qu'en régie, on a besoin encore un tout petit peu de temps pour avoir la réponse. Alors en attendant, Frédéric, peut-être que cette réponse arrive. Sur cette hausse du chiffre d'affaires, tant en France que... on a le résultat du sondage qui s'affiche. Alors c'est très mitigé en fait. Vous êtes un peu plus d'un tiers à penser que c'est 70 000. Donc 60 000 aujourd'hui, plus 70 000, ça fait 130. Plus qu'un doublement. Et puis ensuite, un quart d'entre vous pense que c'est 60 000. Un quart pense que c'est 50 000. Boubacar, je vous propose peut-être qu'on découvre ensemble quel est le bon résultat et de nous le commenter. Bravo pour ceux qui ont mis 70 000, parce que c'est effectivement ça. Donc le marché de l'emploi au niveau France va se projeter à 130 000 emplois en 2030, soit donc une hausse de 71 000 emplois nets à créer. Et ça, c'est un message justement aux CFA et formations et organismes de formation qui nous suivent. Est-ce qu'ils seront en capacité de répondre à ce besoin des entreprises? Parce que 71 000 emplois, c'est quand même un monde à former. Et donc,
pouvoir répondre aussi aux enjeux de compétences pour les entreprises. Parce que, par exemple, 43% des offres d'emploi viennent du secteur numérique de la branche. Donc, il y a une forte demande aussi de la branche. Et cela représente les 43% dans les 71 000, c'est 30 000 emplois qui sont quand même demandés. Alors, ces évolutions, elles sont considérables. Frédéric, vous vouliez ajouter un mot? Oui, enfin, moi, je voulais réagir entre autres notamment sur le marché. On voit effectivement que la progression, en fait, en termes du chiffre d'affaires au niveau mondial est quasi le double. En fait, c'est quasiment doublé sur la période 2022-2030. On est encore une fois sur une progression du marché qui fait que on va avoir effectivement encore beaucoup d'acteurs internationaux qui se mobilisent aujourd'hui pour adresser le marché de la transformation numérique avec des solutions cloud assez complètes. On n'a pas seulement que les grands acteurs qu'on connaît au niveau mondial, AWS, Microsoft Azure ou Google. On a aussi des applications bien verticales qui sont aujourd'hui développées dans le principe du cloud et qui rentrent dans ce marché, notamment des acteurs comme Salesforce qui sont plutôt sur la partie logiciel CRM. Et sur le marché français, on voit que la progression n'est pas aussi fulgurante que celle au niveau mondial. Seulement, bon, elle présente quand même encore une fois un aspect quand même assez significatif du phénomène de transformation numérique et d'adoption en fait du cloud comme étant une des solutions qui accompagne justement cette transformation numérique. Donc un fort développement du cloud aujourd'hui, un fort développement dans les années à venir, du coup des impacts sur les métiers qui sont assez lourds, assez conséquents, sur des métiers existants et sur de nouvelles missions, voire des métiers émergents. Alors quelques mots sur ces impacts déjà sur les métiers existants, Boubacar. Tout à fait, alors, on peut le voir sur l'écran. Donc, l'évolution des technologies et Big Data impacte déjà des métiers existants. Alors, plusieurs métiers, donc, parmi les principaux, donc, ce qui ressortait justement de l'enquête qui a été adressée aux entreprises. Donc, 3 métiers principaux en ressortaient. Donc, à côté de chaque métier, j'ai essayé d'associer l'activité principale du métier correspondant. Donc, l'architecte cloud, par exemple, son rôle, c'est de concevoir la stratégie cloud adaptée au projet. Il est le garant de l'architecture du système cloud et donc assure aussi le fonctionnement de l'ensemble du système. Il recueille les besoins des entreprises et les besoins spécifiques en matière d'applicatifs qu'il traduit, par exemple, dans la rédaction du cahier des charges pour rédiger l'offre cloud pour une entreprise cliente, par exemple, ou sa propre entreprise. Il mène aussi une veille technologique pour identifier toutes les évolutions, les mises à jour sur les aspects relatifs au cloud. Deuxième métier impacté, l'ingénieur cloud. Effectivement, l'ingénieur cloud, il est au cœur justement de cette transformation-là, parce qu'on a vu que dans l'enjeu numéro 1, la migration vers le cloud, c'est aussi une des préoccupations des entreprises. Donc c'est un métier fortement impacté du point de vue surtout de la demande, de l'évolution des besoins dans ce sens. Donc son rôle principal, c'est d'assurer la migration des données, des ressources dans le cloud pour une entreprise. Il analyse les besoins de données en matière de dématérialisation. Il fait l'audit aussi des codes informatiques pour examiner leur éligibilité en matière de legacy, en matière de réglementation, etc. Il assure aussi la sécurité, mais aussi la gestion des services managés, c'est-à-dire l'automatisation des scripts, etc. Et enfin, donc le métier de développeur cloud, dont le rôle principal, c'est de concevoir justement des solutions et des applications dans le cloud. Sa mission principale aussi, c'est d'assurer la sécurité de ces infrastructures-là, de ces applications-là, leur disponibilité et aussi la prise en compte des aspects RGPD, parce que qui parle d'application aussi dit que c'est des données clients, c'est peut-être des données personnelles, donc c'est aussi un enjeu fondamental sur ce métier-là. Frédéric, quelques éléments qui vous semblent marquants dans ces évolutions impactant les métiers? Alors, pour reprendre chacun des métiers que nous a décrit Boubacar, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que l'architecte cloud, il se trouve à la croisée des chemins entre les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et donc sa connaissance en fait finalement
des offres, des différents modèles que tu évoquais tout à l'heure, les modes IaaS, PaaS, SaaS, etc. Donc qu'il ait en tout cas une vision assez large, en fait, finalement, des valeurs que présente en fait le cloud computing, et d'autre part, une maîtrise et une connaissance, en fait, finalement, des enjeux métiers de l'entreprise, pour pouvoir effectivement construire des solutions qui soient adaptées en fait finalement aux enjeux des métiers de l'entreprise. Il en est en fait finalement garant. Pour l'ingénieur cloud, en fait, l'ingénieur est effectivement dans la partie opérationnelle, dans la mise en œuvre, dans la façon dont on va gérer effectivement ces solutions. Il y a des nouvelles compétences qui sont apparues dans ce métier au fil du temps, qui sont notamment liées à sa capacité à pouvoir créer des mécanismes d'automatisation qui permettent de maintenir et d'intégrer en fait ces technologies. Et enfin, pour le développeur, on est dans un développeur cloud qui a dû accélérer en fait ces méthodes de développement et de livraison de solutions logicielles. Et donc on va développer des méthodes agiles. On va associer en fait aux développeurs cloud des méthodes agiles avec des capacités effectivement, encore une fois, à automatiser les développements et avoir des séquencements beaucoup plus courts pour livrer en fait des applications au métier. On a une question, Frédéric, d'un participant qui nous dit: vous évoquez des évolutions des métiers pour les niveaux ingénieurs. Je lis sur ma tablette. En identifiez-vous des évolutions pour les niveaux RNCP niveau 5, donc Bac plus 2, niveau technicien? Alors, il faut effectivement appréhender le cloud computing sur les aspects, en fait, notions fondamentales, maîtrise des technologies que l'on va intégrer, mais effectivement, je dirais à des niveaux plutôt d'administration, de supervision de ces solutions, en fait, cloud computing. Il est requis très souvent en fait, d'avoir au moins des compétences de développement, de scripting, ce qui va permettre en fait, finalement d'automatiser et de bénéficier encore une fois des capacités de mise en production rapide en fait, de solutions sur le cloud computing. Maîtriser les différents outils aussi qui peuvent être en périphérie parce que derrière ces services, ces offres doivent être maintenu dans une cohérence pour des objectifs par exemple d'optimisation mais aussi d'optimisation de coûts. Donc voilà, en fait l'idée c'est que on doit se doter effectivement des capacités techniques et puis encore une fois aussi avoir la connaissance un petit peu des enjeux en fait finalement des métiers, même à différents niveaux en dessous de l'ingénieur. Alors on a vu les impacts sur les métiers existants, il y a aussi des métiers émergents ou alors de nouvelles missions qui sont intégrées à des métiers existants. Ça dépend un peu de la taille des organisations. En quelques mots, Boubacar, quelles sont ces missions ou métiers émergents? Alors effectivement, donc, l'évolution du cloud aussi fait émerger de nouveaux métiers, mais aussi plus liés aux besoins de spécialisation dans ces technologies-là. Donc c'est dans le cadre qu'il y a le métier, par exemple, le Service Reliability Engineer, donc le SRE, qui est une invention de Google en 2018, donc qui s'est maintenant qu'on retrouve en France, etc. Et donc c'est un métier pas du tout technique parce qu'il n'a pas besoin de formation d'ingénieur ou de savoir faire du développement. Donc il assure plutôt, son rôle c'est d'assurer la fiabilité des systèmes logiciels à travers des catégories comme la disponibilité, l'efficacité, la sécurité, la latence des applications. Et donc d'assurer leurs conditions normales de fonctionnement, par exemple. Et aussi mettre à jour, par exemple, tout ce qui est documentation sur le fonctionnement normal d'une application, etc. Et l'ingénieur cloud DevOps, lui, son rôle, c'est surtout d'être l'interface, l'intermédiaire entre l'IT et les métiers. Donc, métiers, par exemple, les collaborateurs, leurs besoins, et de le traduire, par exemple, au niveau métier pour que c'est un développement, par exemple, d'applications, etc. Quant à l'ingénieur FinOps, lui, son rôle principal, il assure la maîtrise des modèles de tarification des différents fournisseurs cloud que j'ai évoqués tout en introduction. Donc, il accompagne une entreprise justement dans le choix de son modèle de cloud.
et son choix plutôt, notamment en rapport avec le budget, etc. Un petit mot sur ces nouvelles missions très courtes, Oui, Frédéric Châtelain. ces différents métiers émergents mettent bien en présence effectivement la nécessité de faire rejoindre les organisations et d'avoir en fait des populations qui vont être axées aussi bien sur un axe, si je prends l'exemple de DevOps, sur la dimension effectivement développement et opérationnel, sur la partie finance entre les achats et puis en fait les opérationnels. Donc on est effectivement sur des fonctionnalités, des fonctions, en tout cas des métiers qui vont développer cette transversalité qu'on a déjà évoquée et sur la nécessité, en fait, encore une fois, d'avoir bien sûr des organisations qui se rejoignent et des outils qui accompagnent justement ces organisations à la mise en œuvre en fait, des services du cloud. On a une question sur le recrutement et sur les profils, mais je propose à notre internaute de patienter un tout petit peu parce qu'on en arrive justement aux enjeux sur les compétences et sur les formations. Quelles sont, Boubacar, les compétences qui sont jugées indispensables par les professionnels qui étaient interrogés dans le cadre de cette étude ? Alors, effectivement, il y a 3 compétences clés qui ont été identifiées comme indispensables, donc must-have, au sein des entreprises, notamment qui travaillent sur des sujets de cloud computing. C'est la maîtrise des fondamentaux du cloud. Il s'agit principalement de connaître les enjeux, les concepts, les usages, les différents modèles de services, IaaS, PaaS, etc., et les différents modèles de déploiement, et aussi de comprendre les enjeux réglementaires aussi sur le cloud. Et en deuxième compétence clé, c'est la maîtrise des aspects techniques et commerciaux. Et là, principalement, c'est savoir allier compétences techniques et enjeux business, parce que c'est souvent aussi un problème identifié dans le cadre de l'étude. En tout cas, ce qui a été remonté, c'est le fait que on peut être bien compétent, donc maîtriser un outil technique, mais sans savoir en quoi ça va aider à la transformation de telle ou telle entreprise. Et le troisième socle de compétences, c'est la maîtrise des nouveaux produits dits cloud souverains. Et ça, c'est une initiative de l'État qui, dans une logique de souveraineté technologique et de sécurité des données, qui promouvoit des solutions nationales ou européennes. Donc, l'enjeu aussi est de maîtriser ces nouvelles solutions-là. C'est par exemple celle d'OVH Cloud, Outscale ou Skyways, etc., qui sont des solutions nationales qui aussi font des offres cloud, en matière de cloud. Alors face à ces enjeux de compétences, quelle est l'offre de formation? Quelles sont les stratégies de recrutement? Je vais vous relayer la question dans une minute, Frédéric, de notre internaute sur le recrutement. Juste quelques mots, Boubacar, pour bien situer justement aujourd'hui. Est-ce que l'offre de formation existante, elle est adaptée à ces enjeux de compétences globalement? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Alors, il y a une enquête quantitative qui a été adressée aux entreprises du secteur numérique. Donc, plusieurs éléments remontent de cette enquête-là. Le premier est qu'il y a une adéquation, globalement, de l'offre de formation par rapport aux attentes des entreprises. Et ce, précisément, sur les outils sur lesquels ils forment, les technologies, les durées de formation, la proximité aussi par rapport à l'entreprise pour des questions logistiques, mais aussi la maîtrise des abonnements. Et ça, c'est une forte demande des entreprises et aussi que les CFA et les OF ont su anticiper, donc de former, de créer des modules sur la maîtrise des abonnements et les différentes infrastructures du cloud. Et le deuxième point, il y a les formations peu orientées sur un écosystème diversifié signifie, par exemple, le fait que, en général, pas en général, mais les jeunes formés, donc diplômés d'école, maîtrisent plus une solution cloud, par exemple d'OVH ou d'Amazon, que l'ensemble. Or, une entreprise cliente, utilisatrice de solutions cloud, peut bien recourir à une solution multi-cloud, donc plusieurs clouds. Si l'équipe qui, derrière, s'occupe de ce projet-là n'a une compétence que partielle, en tout cas sur une des technologies, ça pose... ça peut être un sujet. Et en même temps, on le voit sur le troisième point, ces certifications spécialisées, elles sont très demandées. Effectivement, il y a les certifications, notamment, il en existe 15 certifications qui ont été identifiées dans le cadre de l'étude, dont 4 qui sont inscrites au RNCP et 11 au répertoire spécifique.
Donc, parmi ces principales certifications, c'est AWS, donc Amazon, Google Cloud, Azure, etc. Mais aussi des certifications en rapport avec tout ce qui est virtualisation, containerisation, donc Terraform, Kubernetes, VMware, Docker, etc. Et d'ailleurs, l'Opco Atlas finance des formations justement sur l'action collective, des formations sur ces différentes certifications également. Alors, question d'un internaute, Frédéric. Les recruteurs sont-ils prêts à recruter des personnes en reconversion sur le cloud ou qui passent par des POE, donc des préparations opérationnelles à l'emploi, sorte de SAS finalement avant le recrutement ou avant la formation? Est-ce que ces recruteurs ne sont pas à la recherche de profils expérimentés, ce qui laisse peu de place aux candidats ayant acquis des compétences par la formation? En fait, dans l'idée, je dirais qu'il y a effectivement un besoin, il y a une pénurie aujourd'hui sur le marché de compétences, je dirais, expertes qui développent en fait cette dimension transverse qu'on évoquait et qui est plutôt propre en fait effectivement au rôle de l'ingénieur cloud. Somme toute, on est quand même aujourd'hui face à une situation de la prolifération des offres de services en fait du cloud dans les entreprises et d'un point de vue opérationnel, avoir aussi besoin de compétences qui ne requièrent pas nécessairement un haut niveau d'expertise. Donc, je dirais que face à cet enjeu-là, on peut avoir effectivement des gens qui suivent, des personnes qui suivent en fait des parcours de formation plus opérationnels autour du cloud computing et qui amènent à trouver circonstances à être recrutés en fait dans les entreprises. Et je voulais juste aussi rebondir sur ce que disait en fait Boubacar, si je peux me permettre. Très succinctement. En fait, ce qu'il faut bien noter aussi sur les deux premiers enjeux, en fait, très souvent les grands acteurs en fait du cloud, que ce soit AWS, GCP, Azure, etc., ont intégré dans leur processus en fait de formation les fondamentaux du cloud et les enjeux techniques et commerciaux du cloud. Ce qui manque aujourd'hui, finalement, en termes de formation pour couvrir l'enjeu sur les nouveaux produits du cloud souverain, c'est effectivement le manque en fait de pratique, de formation qui soit propre en fait au modèle des clouds souverains, qui sont en fait finalement assez peu développés par les acteurs. Si je cite OVH Cloud. Ou d'autres n'ont pas nécessairement des processus de formation formels sur les principes en fait, de ce que l'on appelle le cloud souverain. Merci Frédéric. Alors fin de cette première partie sur le cloud computing et on va passer à la deuxième partie sur le big data. Jingle. Le big data, même chose que précédemment, il faut d'abord commencer à définir ce qu'on entend par cette notion, Boubacar. Tout à fait. Alors le big data, c'est l'ensemble des données massives qui sont disponibles sur Internet et ces données sont exploitées par les entreprises et les administrations pour soit créer de la valeur ou optimiser des services. Il faut savoir que le big data quand même résulte d'une évolution technologique, donc de l'Internet qui s'est développé, mais aussi du développement des technologies numériques, des objets connectés, de l'hyperconnectivité au niveau des plateformes, des réseaux sociaux, etc., qui, combinés ensemble, génèrent d'énormes quantités de données qui sont évaluées, qui sont mesurées à ce qu'on appelle des zeta-octets de données. Un zeta-octet équivaut à 1000 milliards de gigadonnées. Par exemple, en 2020, 64 zeta-octets de données ont été générés au niveau mondial et cela est estimé à 180 zeta-octets en 2030, soit une croissance de 40%, une croissance annuelle. Donc, trois caractéristiques principales du big data. Donc, volume, que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que big data, c'est d'énormes quantités de données qui se mesurent en des téras de données ou des zeta-octets de données. La variété, c'est relatif, renvoie du moins aux sources d'informations et aux formats. Donc, vous avez des textes, des images, des commentaires, etc., des rapports, des fichiers de n'importe quel type, etc. Et la vélocité renvoie justement à la vitesse de traitement de ces données-là pour pouvoir donner une information précise ou aider à l'analyse. Alors, petit exercice d'illustration, je vais vous demander à chacun un exemple d'utilisation, Boubacar puis Frédéric. Alors,
En exemple, vous avez Spotify, par exemple. Nous utilisons quasiment tout Spotify pour écouter de la musique ou des podcasts. Et Spotify, justement, a une intelligence artificielle, mais aussi un big data. Il utilise du big data pour faire de la recommandation musicale. Vous savez que Spotify, c'est 1,5 million de titres écoutés par minute à travers le monde. Donc c'est énorme. Donc il faut quand même avoir une architecture technologique type big data solide, puissante, capable d'analyser le comportement, par exemple, des utilisateurs en matière de préférence musicale pour qu'elles puissent anticiper derrière et faire des recommandations. Deuxième exemple. Alors moi, je vais prendre un exemple dans le domaine de la santé. Je vais vous ramener effectivement au phénomène de à la pandémie qu'on a connue. Vous vous souvenez peut-être effectivement de ce jeune entrepreneur qui a créé en fait un site internet avec derrière qui s'appelait Covid Tracker et qui permettait en fait d'avoir une visibilité sur en fait l'étendue de la pandémie et puis sur la vaccination ensuite. En fait, il a simplement mise en forme, visualisé à partir des données en fait big data, visualiser en fait cette progression en fait du virus. Alors bon, il était contraint effectivement à pouvoir surtout utiliser des données qui étaient issues du territoire national ou voire éventuellement européen. Plus de difficultés à utiliser des données qui étaient en fait en dehors géographiquement parlant, mais en fait finalement on a encore une fois une démonstration de finalement que l'on peut utiliser des données qui vont nous permettre en fait finalement de construire une stratégie pour essayer de contenir en fait la situation dans laquelle on était confronté. On peut estimer que dans l'avenir, peut-être qu'on améliorera encore en efficacité, effectivement, en tout cas, le traitement de ce type de phénomène. Merci à tous les deux. Alors, on va maintenant regarder quels sont les enjeux, quels sont les principaux enjeux, un petit mot de commentaire, et puis ensuite, on regardera bien sûr les impacts sur les emplois existants, les métiers émergents, sur les compétences et sur la formation. Tout d'abord, les enjeux, Boubacar. Alors, dans le cadre de cette étude, plusieurs enjeux ont été identifiés, dont les trois principaux. S'assurer de la maîtrise des données. S'assurer de la maîtrise des données, justement, c'est un enjeu fondamental parce qu'il y a d'énormes quantités de données qui sont générées tous les jours, toutes les heures. Donc, il faut développer derrière une architecture technologique capable de pouvoir collecter ces données-là, les traiter, les analyser pour en extraire des analyses qui puissent aider à des décisions. C'est aussi un enjeu de sécurité, parce que c'est des données, il y a beaucoup de données personnelles aussi, donc il faut savoir faire le tri, il faut savoir sécuriser ces données-là, donc être conforme au RGPD en partie. C'est aussi un enjeu en matière de gestion des risques, parce que maintenant, il est possible avec le big data d'analyser d'énormes quantités de données pour identifier les risques actuels qu'une entreprise encourt et faire des prévisions sur l'avenir. Deuxième enjeu, en quelques mots. Alors, deuxième enjeu, c'est donc la transformation et l'innovation au sein des entreprises. Et là, c'est principalement le développement de projets, la création d'applications ou même la création de nouveaux services ou par exemple dans les campagnes marketing, analyser le comportement des clients sur Internet, ça permet aussi de prédire leurs préférences, de pouvoir aussi créer des produits qui répondent toujours aux besoins au plus près des consommateurs ou des utilisateurs. Et enfin, les enjeux environnementaux, et ça peut se traduire par quoi, un exemple? Alors, les enjeux environnementaux, l'étude démontre quand même que l'utilisation du big data consomme 10% des consommations électriques mondiales. Donc, c'est quand même un enjeu non négligeable. Donc, c'est comment concevoir des solutions moins énergivores, donc qui répondent aussi à des normes environnementales et aussi de sobriété numérique. Et l'autre aspect, c'est comment utiliser aussi le big data pour analyser l'empreinte environnementale de ces activités numériques. Et là, tu me donnes 2 secondes. Il y a une étude, très belle étude de l'OPIEC sur l'empreinte environnementale du numérique qui a été publiée et qui va beaucoup plus loin en termes d'enjeux, des métiers. Il y a même un nouveau métier qui a été identifié dans cette étude-là. Donc, je vous invite les participants à la voir. Oui, l'étude d'ailleurs vient d'être postée par l'équipe Atlas sur le fil de discussion. Alors on va vous proposer de répondre à une
Seconde question, toujours sur le potentiel de création d'emplois. Tout à l'heure, c'était sur le cloud computing. Cette fois, c'est sur le big data. La question est la suivante. Le big data représente près de 80 000 emplois directs et indirects en 2023. Quel est le potentiel de création d'ici à 2030, d'ici à 7 ans? Est-ce que c'est 17 000 en plus, 27 000 en plus, 37 000 en plus ou 47 000 en plus? On vous laisse quelques dizaines de secondes pour faire votre choix. Et en attendant, on va voir le poids en termes de chiffre d'affaires, tant au niveau mondial, Boubacar, qu'au niveau français. Effectivement, alors du côté Big Data, le marché est moins important par rapport au cloud, on a quand même pu le constater. Donc au niveau mondial, la croissance du volume des données que vous évoquez en introduction donc suit une croissance très très importante de 40% à horizon 2025 parce que les volumes de données continuent d'être générés. Et maintenant, l'arrivée des outils comme l'intelligence artificielle va accélérer ce processus-là. C'est un marché estimé à quasiment 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en France, il est beaucoup plus faible, hein, donc c'est 2,3 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, c'est important. Et la croissance de ce marché aussi est de 22% en 2022. Finalement, on se rend compte en regardant ces chiffres, Frédéric Satelin, que la France pèse très peu. En gros, c'est 1% du chiffre d'affaires mondial. Alors, la disproportion est quand même beaucoup plus forte que par rapport au cloud computing. Comment on explique ça ? En fait, si on fait d'ailleurs le parallèle avec les chiffres qu'on a avancés tout à l'heure sur le cloud computing, en fait, finalement, on va trouver un lien à faire effectivement avec les acteurs, notamment qui aujourd'hui évoluent dans le contexte du big data. Hein, donc, ce qui est important à prendre en considération, c'est que le phénomène du cloud accompagne notamment le développement en fait de ce phénomène autour du big data. En France, on reste quand même encore une fois dans une démarche déjà de réglementation. Il y a des réglementations qui aujourd'hui s'ouvrent effectivement pour un certain nombre d'entreprises qui sont contraintes, hein, qui ne peuvent pas nécessairement partager leurs données dans les big data. Hein. Je pense notamment au domaine de la finance ou industriel, etc. Donc là, on réglemente et on aboutit effectivement à une réglementation qui soit un peu plus ouverte et qui permette effectivement de mettre en œuvre désormais à l'avenir probablement plus un partage de données autour du big data. Et puis il y a le phénomène en fait de l'écosystème. On a principalement en fait un écosystème de start-up, de petites entreprises sur le territoire national ou au niveau européen. Qui ont jusqu'alors peut-être effectivement un peu freiné l'évolution du marché. Finalement, on a deux lignes qui s'opposent avec un débat un peu éthique. C'est est-ce qu'il faut pas trop réglementer pour permettre un fort développement et ça, c'est plutôt la stratégie anglo-saxonne, américaine. Ou est-ce qu'il faut réguler d'abord en se disant il faut quand même se donner un cadre, et ça, ce débat-là, il est quand même assez vif depuis plusieurs années. Alors, on va apercevoir le résultat du vote d'ici une poignée de secondes sur la question qui vous était posée, mais il y a quand même par rapport à ces chiffres quelques accélérateurs, quelques boosters qui peuvent être autant de leviers pour aller plus loin et dépasser peut-être les projections annoncées en termes de chiffre d'affaires. Oui, notamment le phénomène, par exemple, de l'intelligence artificielle, hein, qui va entraîner derrière effectivement la nécessité de développer ces technologies autour du big data, parce que c'est le carburant finalement de cette intelligence artificielle que l'on veut mettre en œuvre. Et puis, effectivement, aussi de la volonté, notamment du gouvernement, des instances en fait européennes, à pouvoir effectivement libérer un peu ce sujet-là pour favoriser en fait l'innovation et la mise en œuvre des innovations qui reposent sur la donnée dans les entreprises. Donc on peut augurer qu'effectivement, là le phénomène qu'on a connu l'année dernière avec l'apparition des intelligences artificielles génératives vont accélérer probablement effectivement le marché français et notamment national et européen sur le big data. Alors je vous propose de regarder le résultat du sondage qui vous était proposé. Donc vous êtes
très majoritaire, 7 sur 10, qui pensent que c'est 47 000 le potentiel de création d'emplois, et ensuite 30%, près de 30% qui considèrent que c'est 37 000, et on va apercevoir, Boubacar, la bonne réponse, c'est 27 000, donc je suis un peu moins. Un peu moins, je suis un peu déçu, mais bon. Donc le Big Data, en fait, en France, représente 80 000 emplois directs. Et en emploi direct, c'est tout ce qui est data scientist, architecte data, data engineer, etc. Et en emploi indirect, c'est les consultants, donc directeurs de projet, consultants en cybersécurité, DPO, etc. Donc ce marché est amené à évoluer. Hein. Donc plus de 27 000 créations nettes d'emplois en 2030, parce que les besoins progressent et c'est un secteur en très forte croissance. Alors, on va voir maintenant les impacts sur les métiers existants, les impacts sur les métiers émergents. En quelques mots déjà, les impacts sur les métiers existants. Effectivement, donc parmi les métiers qui sont fortement impactés, ce qui ressort en tout cas ces métiers-là, dans le cadre de l'enquête qui a été menée. Donc, alors, architecte, data engineer et data engineer, j'ai essayé d'associer ça, regrouper ça autour d'une activité donc, de collecte, acheminement de données, etc. L'architecte, data engineer conçoit et développe les infrastructures d'acheminement des données, de collecte des données, notamment par exemple les API pour pouvoir collecter des données. Le data scientist, son rôle, c'est justement d'extraire ces données-là, définir des modèles d'utilisation, des modèles statistiques, mais aussi des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de traiter ces données-là. Et le data analyst, lui, s'occupe plutôt de la BI, hein, donc analyse de données pour produire des rapports. Et enfin, le DPO qui s'occupe de la question de la conformité par rapport au RGPD, les enjeux de cybersécurité avec les consultants en cyber, par exemple. Une ou deux illustrations de ces changements dans les organisations, Frédéric ? En fait, encore une fois, on voit notamment que dans les organisations, tous ces métiers se sont encore une fois très rapprochés en fait du métier de l'entreprise. Hein. C'est pas seulement effectivement que des fonctions que l'on va trouver dans des fonctions associées à une direction informatique. Hein. On va très souvent trouver en fait ces différentes fonctions au plus proche en fait des métiers, au plus proche de la direction générale, pour en fait en tirer une valeur qui va permettre de construire et développer en fait une stratégie autour de ces données. Un acteur du retail, s'il veut pouvoir lancer en fait peut-être un nouveau produit, il va effectivement utiliser les différents métiers que vient d'évoquer Boubacar pour pouvoir effectivement cerner quels sont les différents marchés qu'il va pouvoir adresser ou cibler dans le cadre de sa stratégie commerciale. Ou potentiellement, ça peut être aussi impactant sur le business model de l'entreprise. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une société comme Uber, elle est axée notamment sur les données qui amènent effectivement à ce que les gens puissent être amenés à se déplacer, à être transportés. Donc, on va essayer d'optimiser, en fait, finalement, à travers l'usage des données que l'on va collecter, pouvoir améliorer, en fait, le transport de personnes. Voilà pour les métiers existants et quelques métiers émergents. Effectivement, donc il y a 3 principaux métiers émergents qui ont été identifiés. Donc l'architecte Big Data, lui, travaille à la mise en œuvre de solutions d'architecture pour le traitement des données massives. Son rôle, c'est de créer aussi des environnements robustes pour permettre, faciliter justement le partage de données au sein de l'entreprise. Et l'ingénieur cloud, alors je me suis décliqué, c'est ingénieur DevOps, hein, du côté Big Data. Donc c'est à l'image aussi du côté cloud. Donc son rôle, c'est d'assurer l'intermédiaire entre l'IT et les métiers, donc traduire les besoins des métiers en analyse technique, par exemple. Et donc vous avez l'ingénieur machine learning aussi, qui est un métier émergent, hein, dont le rôle principal, c'est optimiser le déploiement d'algorithmes d'apprentissage automatique, d'apprentissage de machine learning, enfin, donc automatique. Et il développe aussi des algorithmes capables de détecter, par exemple, les différentes problématiques qu'il peut y avoir, la classification, faire de la prédiction, la segmentation, et répondre aussi à des incidents de l'entreprise.
Un exemple, Frédéric, d'un métier émergent, d'une mission qui perce dans les organisations que vous suivez? Clairement, aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, hein, notamment sur la partie machine learning, hein, le fait de pouvoir utiliser notamment les capacités du big data pour développer en fait, des systèmes d'apprentissage, notamment dans des métiers de l'entreprise ou dans le métier à proprement dit même de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement un élément déterminant. Mais je vais aussi réagir à la question qui m'avait été posée sur le sujet précédent. On voit effectivement apparaître des métiers qui sont une connotation ingénieur, mais encore une fois, ça concerne aussi potentiellement des personnes qui peuvent effectivement accéder à des métiers plus opérationnels qui amènent effectivement à gérer les solutions les solutions du big data ou à pouvoir utiliser ces solutions de big data dans leur propre métier. Alors ces impacts mettent en évidence de nouvelles compétences, soit à développer, soit à renforcer. On va faire un petit focus, Boubacar, sur ces compétences must-have, indispensables. Effectivement, donc plusieurs compétences clés qui sont jugées indispensables. C'est le développement informatique, et là c'est un rapport avec la programmation, maîtriser les langages de programmation, Python, JavaScript, R, C, etc. Les méthodes agiles, donc savoir analyser, maîtriser donc la robustesse des algorithmes et avoir donc des capacités aussi agiles pour pouvoir répondre aux besoins des métiers en matière d'itération, cadencée, etc. La data visualisation, donc c'est un rapport avec la BI, donc les outils BI, par exemple Tableau ou Power BI, qui sont des outils, les outils les plus dominants sur le marché. Il y a aussi des compétences transverses, notamment en culture big data. Donc, il faut maîtriser les enjeux. Aujourd'hui, il faut maîtriser les enjeux, les concepts, les notions et l'usage qu'on en fait, etc. Et aussi la culture de la sécurité des données. Ce sont des compétences vues comme un must-have au sein des entreprises. Merci Boubacar. Une question pour vous, Frédéric. Même question que précédemment, nous dit ce participant, pour le niveau technicien. Quelle matière devrait être enseignée au niveau technicien? Parce que là, on a fait une focalisation sur les ingénieurs. Sur la dimension technicien, principalement autour des outils, il existe un certain nombre de solutions du marché, d'ailleurs, qui sont proposées par les acteurs du cloud, qu'il est possible effectivement de développer à travers les filières d'ailleurs de formation et de développement des compétences que suggèrent en fait ces acteurs. Je pense que l'axe premier, c'est effectivement bien la maîtrise des outils qui permettent en fait de manipuler ces données très diversifiées et très volumineuses. Oui. Alors, on le voit à l'écran, l'offre de formation, elle est globalement adaptée. Quand on dit globalement, ça veut dire quoi plus précisément à travers justement les remontées qu'ont faites les organismes de formation interrogés dans le cadre de l'étude, Boubacar? Tout à fait. Alors, l'offre est plus adaptée notamment sur les contenus. Là aussi, sur les durées de formation, parce que c'est le même questionnaire qui est adressé à la fois sur la partie cloud que Big Data. Donc sur les outils, les solutions technologiques, donc la maîtrise aussi des langages informatiques. En revanche, il y a un besoin d'adaptation des formations, surtout les diplômés qui ont plutôt une maîtrise d'un outil, mais qui rencontrent des difficultés à donc l'appliquer dans un milieu d'entreprise. Donc adapter, il y a un besoin d'adaptation des formations dans les contextes des entreprises en situation de transformation. Et troisième point, c'est adapter les formations pour intégrer les nouvelles solutions, les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle générative. Vous avez chatbot, ChatGPT, Perplexity AI, Mistral AI, etc., qui sont de nouveaux outils, des low-code, no-code, qui sont de nouveaux outils aujourd'hui qui arrivent sur le marché et qui quand même révolutionnent pas mal de choses, dans la mesure où, par exemple, aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'être un ingénieur ou un développeur pour créer un site Internet ou pour créer une application. Donc, ça révolutionne quand même en partie la formation et aussi l'accès de pouvoir développer son activité. Donc, les organismes de formation, je pense qu'ils ont un rôle à jouer en termes d'adaptation des contenus en prenant en compte ces nouvelles préoccupations.
Voilà, et si certains internautes, organismes de formation veulent nous témoigner des initiatives qui sont prises ou des hypothèses de travail qu'ils imaginent, de projets en cours, n'hésitez pas, je les relayerai à nos interlocuteurs et à l'ensemble des participants. Troisième et dernière partie, on va se poser la question des pistes d'action à mettre en œuvre et notamment aussi des bons profils à recruter. Jingle. Avec tout d'abord un constat, Boubacar Diallo, un constat qui est plutôt connu, mais qui est quantifié. Les tensions de recrutement, les pénuries de main-d'œuvre sont particulièrement fortes et sur énormément de métiers. Effectivement, c'est un problème national, hein, que tous les secteurs d'activité sont confrontés aujourd'hui à des difficultés de recrutement. Donc, dans le secteur numérique, 76% donc, des entreprises sont confrontées à ces difficultés-là. Leurs offres d'emploi restent longtemps dans leur site sans être pourvues. Donc, pour plusieurs raisons. D'abord, les prétentions salariales exorbitantes. Donc, il y a une sorte d'inflation des prétentions salariales des candidats, alors, quel que soit le niveau de seniorité du candidat. Donc, junior, intermédiaire, confirmé, senior, etc. Donc, ça oblige aussi les entreprises à adapter leur stratégie de rémunération dans ce sens. Le deuxième aspect, c'est la pénurie de certaines compétences techniques. Les ingénieurs de virtualisation, aujourd'hui, il y a pas mal besoin de migration des données dans le cloud. Donc les cloud développeurs, les data architectes. Il y a une forte concurrence aussi intersectorielle entre différents secteurs. Les architectes cloud, les data analystes, les data ingénieurs, ce n'est pas seulement que les entreprises de numérique qui en ont besoin. La banque, l'aéronautique, l'automobile, le BTP, les experts comptables en ont tous besoin. Donc il y a aussi une frustration des profils techniques, c'est-à-dire des personnes qui sont diplômées de grandes écoles, qui sont recrutées au sein d'une entreprise, mais dont les missions sont en dessous de leurs compétences. Autrement, il y a une sous-utilisation de leurs compétences. Et donc, par conséquent, ça crée une frustration et ça les pousse à aller voir ailleurs, notamment au freelancing, qui aujourd'hui une très forte attractivité, qui a une forte attractivité en matière de rémunération, c'est plus important que le salariat. Donc il y a pas mal de profils qui s'orientent dedans, surtout avec l'avènement des IA génératives, on peut faire plein de choses là-dessus. Alors l'étude met en avant 10 préconisations qui se rapportent à 4 domaines. La communication, le recrutement, l'attractivité, la formation. On va passer en revue ces différents domaines et vous participants, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire, à nous partager quelle est la préconisation qui vous semble la plus pertinente et puis quelles actions vous avez déjà mis en œuvre, vous êtes en train de mettre en œuvre ou vous envisageriez de mettre en œuvre. Et on va commencer, Boubacar, par les préconisations qui relèvent de la communication avec, on va les voir apparaître à l'écran, vous n'allez pas toutes les commenter, mais oui. Voilà, nous dire peut-être, donner des détails sur une ou deux préconisations. Et Frédéric, vous pourrez rebondir si vous êtes d'accord sur l'une de ces préconisations pour nous dire en quoi elle vous semble pertinente et comment elle pourrait être mise en œuvre. Alors effectivement, donc, il y a 10 préconisations. Alors je vais en prendre une, par exemple, valoriser les actions spécifiques, tout ce qui est en rapport avec les démarches éco-responsables, que ce soit sur le big data et le cloud. Il y a un constat là-dessus. Donc le big data a quand même des impacts sur l'environnement. Donc mettre en place une action, notamment sur le site Concepteurs d'avenir, publier des notes allant dans ce sens-là, ça aide notamment le public jeune, qui aujourd'hui quand même on attache fort sur l'environnement. Donc de s'y reconnaître aussi, ça permet de les attirer, vers les métiers du numérique pour dire que les métiers du numérique pouvaient aussi contribuer dans la protection de l'environnement, par exemple. Alors, Frédéric, oui, sur la partie communication, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, il faut assez largement communiquer sur les moyens dont on dispose aujourd'hui dans le domaine du numérique, et notamment sur les réseaux sociaux aussi, qui permettent effectivement d'élargir effectivement la capacité à communiquer en fait sur ces éléments, mais en ayant effectivement un ciblage peut-être plus précis sur finalement l'impact sur les compétences et sur les perspectives, en tout cas en termes de métiers autour de ces technologies, qui ne sont pas, qui souvent sont associées en fait plutôt à une dimension technique et qui en fait finalement se sont considérablement en fait encore une fois élargies à d'autres fonctions dans l'entreprise.
Alors, un internaute nous demandait, et je crois que ça a été fait par le réalisateur, de montrer en plein écran ces 3 préconisations. Et je vous le redis, vous aurez effectivement la semaine prochaine à la fois le replay, la synthèse, et puis vous aurez toute la présentation qui est faite comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des captures d'écran ou de noter intensément tout ce qui se dit. Alors, deuxième bloc, c'était tout ce qui a trait au recrutement avec... là encore, Boubacar, quelques préconisations qui sont remontées de la part des entreprises et des organismes de formation interrogés. Oui, tout à fait. On a vu récemment, enfin, sur la slide précédente, les problématiques relatives aux difficultés de recrutement. Donc, des actions vont dans ce sens-là. Par exemple, diffuser, élargir les critères de recrutement des entreprises. Aujourd'hui, ce qui remonte, c'est que les entreprises recherchent principalement des Bac+5. Vu la rareté des profils, il faut donc peut-être revoir la stratégie de recrutement, assouplir les règles et donc prendre par exemple des Bac+3, des Bac+4 par exemple. C'est ce qui est visé dans cette action. Dans cette préconisation. Est-ce qu'il ne faut même pas aller au-delà, Frédéric Setlin, et ça rejoint les propos de l'internaute tout à l'heure qui nous disait est-ce que les recruteurs sont prêts à recruter des personnes en reconversion qui passent par des POE et qui n'ont peut-être pas justement les prérequis de diplôme qui, dans le numérique comme dans beaucoup d'autres secteurs, c'est parfois le mouton à 5 pattes, on recherche des diplômés qui sont vraiment très diplômés. Alors, il y a effectivement le niveau de formation initiale qui est souvent retenu et qui d'ailleurs souvent plutôt le reflet de ce que demande en fait finalement le marché aussi et principalement les grands clients. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que le marché le marché du big data et du cloud computing n'est pas qu'un marché adressé par les grands clients et que la possibilité de recruter en fait des collaborateurs qui n'ont pas une formation initiale d'ingénieur est tout à fait possible dans ces contextes-là. La seule chose, c'est qu'effectivement, les entreprises sont quand même soucieuses de pouvoir recruter des gens des personnes qui vont avoir développé effectivement des compétences, mais qui vont aussi développer des compétences, des hard skills comme on dit, des compétences dures sur le big data ou le cloud computing, et de pouvoir associer quand même aussi d'autres éléments, comme par exemple ce qu'on appelle communément les soft skills, et peut-être effectivement le savoir-faire dans la mise en œuvre en fait de ces compétences dans les entreprises. Le vrai enjeu en fait d'ouverture à des profils plus larges que des ingénieurs, c'est effectivement d'avoir l'association peut-être de ces 3 types de compétences et pas seulement que les compétences à proprement dit autour de ces technologies. Oui. On peut ajouter peut-être quatre éléments pour nos auditeurs, téléspectateurs. Le premier, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de dispositifs d'accompagnement renforcé de SaaS qui existent aujourd'hui, qui sont efficaces. La deuxième chose, c'est que les pouvoirs publics poussent aussi à développer des formations à Bac+1. Bac+1, et c'est en lien avec le troisième élément, c'est qu'il y a un certain nombre, on le sait aujourd'hui, de jeunes qui se réorientent après parfois un premier choix, qui sont en décrochage, non pas parfois parce qu'ils ne sont pas au niveau, mais parce qu'ils se sont un peu trompés de voie. Et ça, c'est un vivier particulièrement important qui peut peut-être être davantage regardé par les recruteurs. Et puis, il y a un certain nombre d'organismes de formation, ils sont peut-être minoritaires aujourd'hui, mais qui recrutent sans prérequis, et même sans le prérequis d'ailleurs du bac, du diplôme du bac. Et ça permet aussi, justement, par rapport aux souhaits des entreprises, de leur proposer d'autres profils qui sont parfois aussi très motivés. Alors moi, c'est un modèle que je connais assez bien aussi, qui pourrait être mis en œuvre dans le cadre peut-être de profils qui ne sont pas nécessairement à niveau Bac+3, Bac+5, c'est notamment la notion d'apprentissage. Et de pouvoir aussi bien développer en fait de la formation, parce qu'on n'a pas encore évoqué le sujet, mais la formation d'une part, et puis d'avoir la mise en situation qui est effectivement développée à travers l'apprentissage dans une entreprise. Et on sait que vous avez raison, par rapport au public qui se reconnaissent assez peu dans le cadre scolaire, l'alternance est une bonne voie, et le mode projet ou la mise en situation est aussi un bon élément. Et on va voir quelques préconisations relatives à la formation d'ici quelques instants, mais on peut se dire que la mise en situation,
ça facilite l'appropriation, effectivement. Et puis on est face à des compétences qui ne sont pas figées dans le temps, c'est-à-dire qu'elles doivent évoluer. Donc dans l'idée, la formation initiale, qu'elle soit bac plus 5 ou bac moins 5, je dirais, elle peut se poser à certaines fonctions, mais dans l'idée, il faut avoir effectivement cette capacité à pouvoir constamment aussi faire évoluer en fait les compétences du collaborateur dans l'entreprise. Et encore un mot, Frédéric, de votre point de vue d'expert et d'acteur du marché, considérez aujourd'hui que ces mises en situation, elles existent, elles sont déjà assez développées, ou qu'elles existent mais qu'il faudrait les systématiser et qu'il y a une grosse marge de progression des OF et des CFA là-dessus? Alors, pour les OF, CFA, je vois moins effectivement que peut-être dans les écoles dans lesquelles j'interviens, où je peux effectivement être amené à former, notamment sur ces sujets, des bac plus 3, voire éventuellement des bac plus. Dans l'idée, encore une fois, la clé souvent, c'est effectivement de pouvoir mettre en pratique finalement ces compétences. Quel que soit d'ailleurs le niveau, très souvent, effectivement, on voit que dans les filières de formation, on est passé d'une situation où on avait des cours très institutionnels, effectivement, qui intéressaient peut-être peu voilà, et qui finalement, on perd les étudiants au milieu de la descente du cours. La mise en pratique, la mise en situation, la manipulation, le développement d'une méthodologie de veille, le fait de pouvoir mettre en pratique après derrière dans des cas concrets d'entreprise, favorise assez bien en fait la montée en compétences finalement des personnes qui ne sont pas nécessairement issues d'ailleurs du milieu technologique à proprement dit. En reconversion, on peut effectivement assez rapidement pouvoir mettre en pratique ces compétences qu'on acquiert dans les centres de formation. Alors, on a vu la communication, le recrutement, attractivité. Là, il y a une préconisation qui est ressortie de l'étude. Juste un mot sur cette préconisation, Boubacar. Oui, c'est faire connaître la ZPEC, ça c'est plus... donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Oui, effectivement, pour les salariés qui sont en interne, parce que y a pas mal quand même qui ressortent aussi, les salariés qui vont aller ailleurs. Donc la fidélisation des salariés va dans ce sens-là, mais aussi attirer les profils extérieurs pour le fait que il y a des formations qui sont disponibles pour pouvoir faire monter en compétences tout de suite, par exemple. C'est ça, et ça, c'est aussi tout l'intérêt de travailler sur la marque employeur, dans les offres d'emploi aussi, de travailler sur le descriptif de poste, les conditions de travail, l'ambiance de travail, un certain nombre de sociétés aussi spécialisées. On a l'APEC aussi qui, pour les entreprises, c'est bon à savoir, de moins de 250 salariés propose gratuitement aux entreprises de travailler sur leur marque employeur en faisant pitcher les entreprises face à un public de jeunes notamment pour séduire la nouvelle génération, la génération Z. Moi j'élargirais en fait le sujet aussi au fait qu'il y a de nombreuses études qui sont réalisées par des entreprises ou des groupements d'entreprises. Je pense notamment au SIGREF qui publie aussi un référentiel sur les métiers du numérique et notamment sur les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc il faut pouvoir effectivement saisir en fait ces opportunités en fait exprimées directement, je dirais, par le marché, par les clients. Et puis aussi l'actualité, en fait, encore une fois, il y a beaucoup d'actualités autour de ces sujets. Et je dirais que globalement, des solutions existent déjà en grande partie qu'il faudrait pouvoir saisir pour pouvoir développer cette attractivité aujourd'hui qui s'annonce en tout cas encore une fois à venir sur le territoire français et européen. Alors, commentaire d'un internaute, merci d'évoquer les niveaux infrabac à l'École européenne de cybersécurité, EECS, de Versailles. Nous délivrons le titre d'opérateur en cybersécurité en alternance, numéro 38290, j'imagine que c'est la fiche RNCP. Les étudiants sont bacheliers, étudiants en réorientation et en reconversion. Mais merci pour cette précision. Alors, dernière thématique sur laquelle il y avait des préconisations, c'est la formation précisément, Boubacar. Tout à fait. Alors, il y a
Il y en a 3. Donc, la dernière, par exemple, elle est spécifique au big data. Hein. Donc, repenser la formation du DPO pour envisager une certification. Là, ce qui est constaté, c'est que dans l'étude, le DPO, en général, il a plus de compétences juridiques que techniques. Donc, il y a un besoin de compléter, en tout cas, ce profil-là sur les aspects techniques, technologiques, pour pouvoir dialoguer aussi avec les métiers, comprendre davantage les enjeux en interne entre collaborateurs sur la gestion de projets Big Data, par exemple. Alors, ce webinaire va bientôt toucher à sa fin, mais si vous avez encore un commentaire, un témoignage, une question à poser, n'hésitez pas. On va revoir, Boubacar, un certain nombre de liens qui ont été évoqués, qui renvoient vers des études qui ont été évoquées et décryptées durant ce webinaire. Tout à fait. Alors, donc pour l'étude en question, hein, vous avez donc l'ensemble des livrables sous différents formats, rapports, aussi la cartographie des formations et des certifications, que ce soit nationales et internationales, qui est disponible, et une vidéo motion accessible sur la chaîne YouTube de l'OPIEC, qui en a mis quand même pas mal de vidéos sur ces différentes études, et qui sont aussi intéressantes, qui résument en quelques éléments clés à l'étude. Donc voilà, toutes les études sont disponibles sur le site de l'OPIEC, donc voilà, ça peut aider aussi à alimenter la veille, les besoins en compétences derrière qui sont déclinés. Merci beaucoup. Et encore quelques infos très pratiques à vous livrer. Alors tout d'abord, un remerciement bien sûr à nos intervenants, un remerciement aux participants pour nous avoir suivis durant tout ce webinaire. La synthèse, le replay, la présentation des données donc, vous seront envoyés la semaine prochaine. Et en attendant, vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire un questionnaire de satisfaction et quelques infos pratiques à vous donner sur les 3 prochains webinaires. Le prochain, ce sera le vendredi 28 juin matin sur le même format 10h30 midi. Ce sera un focus sur l'étude qui porte sur l'IA et sur l'IA générative. Le vendredi 27 septembre, et on va vous remettre les dates sur le fil de discussion, c'est une étude sur la transition écologique. Le vendredi 6 décembre, ce sera un zoom sur les différents observatoires du périmètre Atlas. Il y a l'OPIEC, il y en a d'autres. Et sur les outils, la data visualisation, les ressources qui vous sont proposées. Et d'ici moins de 2 semaines, le jeudi 28 mars, il y a un événement qui s'appelle Atlas de l'alternance. C'est en fait le rendez-vous annuel proposé par Atlas pour à la fois faire un peu le bilan, un peu de prospective aussi, se projeter dans les prochains mois avec à la fois des PME, des grosses entreprises, des organismes de formation, des réseaux de CFA, des acteurs de l'emploi-formation. Et c'est un événement en hybride, en présentiel à Paris, au Business Cloud Center, et également qu'on peut suivre à distance. Et un lien d'inscription va vous être posté par l'équipe d'Atlas sur le fil de discussion. Merci beaucoup à tous les deux et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci. Merci.